Comparativement à notre façon de travailler, je suis atterré par le je m'en foutisme des comiques d'aujourd'hui. C'est probablement l'une des raisons de la dégénérescence du comique depuis l'avènement du parlant. Ce n'est pas la seule. Au temps du muet, tout nous était permis. Nous osions tout. Aucun financier sans humour ne nous contrôlait. Nous seuls décidions de ce qu'il fallait mettre dans un film pour arracher les rires du public. Tout ce que nos employeurs demandaient, c'est que nos films rapportent des fortunes, ce qui était le cas. Au début de ces fabuleuses années 20, nos horaires de travail nous laissaient tout le temps voulu pour mijoter des blagues. Roscoe et moi étions secondés par de redoutables farceurs. Lew Cody, le séducteur de l'écran, et Sid Chaplin, demi-frère de Charlie, entre autres. Quelques-uns de nos canulars sont demeurés classiques, mais une bonne blague est plus facile à imaginer qu'à mettre en pratique. Nous ne voulions que rire et faire rire, sans méchanceté ni mépris pour nos victimes. Nous avions banni de notre arsenal tous les trucs cruels ou dangereux. Le chauffe-pied, qui consistait à mettre le feu aux chaussures, la poignée de porte électrifiée, de même que le truc du divan indiscret. On truffait de micros la pièce où allaient se dérouler des débats amoureux. De nos canulars, les victimes pouvaient rire franchement avec nous par la suite. Certains, je m'en vante, étaient fort ingénieux. L'une des règles de cet art brut, c'est une préparation minutieuse, semblable à celle d'un scénario, s'ajoutant à d'infinies précautions pour garder le secret au cas où l'opération échouerait. Les journaux publièrent que le récent patron de Roscoe, Adolph Zukor, partait faire son voyage annuel à Hollywood. Pendant sa visite, il passerait l'inspection des studios, conférerait avec ses adjoints administratifs et avaliserait les plans des nouveaux plateaux. À cette nouvelle bouleversante, Roscoe télégraphia à Zukor une invitation à dîner, en compagnie d'un groupe d'admirateurs, dans l'humble demeure d'Arbuckle, le soir de son arrivée. La réponse télégraphique de Zukor arriva aussitôt. Ravi d'accepter. On me distribua le rôle du maître d'hôtel, en partant de la théorie que personne ne regarde un domestique. Je n'avais encore été vedette d'aucun film, et il était peu probable que les autres invités me reconnaissent. Mais pour plus de précaution, les 3 pièces de réception auraient des lumières tamisées, au cas où l'un des hôtes aurait voulu dévisager la domesticité. Tous les invités hollywoodiens étaient dans la confidence. Parmi eux, Sid Grauman, fondateur du légendaire Chinese Theatre d'Hollywood, et grand plaisantin lui-même. Côté féminin, nous avions invité 4 ravissantes vedettes. Bébé Daniels, Viola Dana, Anna Q. Nilsson et Alice Lake. Avant le dîner, Roscoe les avertit. Rien n'est plus humiliant que de révéler une farce à celui qui doit en être la victime. Aussi, si vous vous sentez prise d'un fou rire irrépressible, dites à votre voisin que vous pensiez à un incident amusant arrivé au studio aujourd'hui. Mais s'il vous demande quoi, vous devrez pouvoir lui sortir une histoire réellement marrante. Sinon, il vous prendra pour une cinglée de rigoler pour des bricoles. Le fameux soir, les invités s'assirent après plusieurs tournées d'apéritifs. J'apportai un plateau chargé de cocktails de crevettes. Feignant d'ignorer les regards furieux de Roscoe, je commençai par servir les hommes, en débutant par M. Zukor, notre invité d'honneur. Les crevettes étaient énormes et appétissantes. Bien qu'un peu embarrassés de se voir servis avant les dames, 2 ou 3 hommes ne purent résister à la tentation et commencèrent à grignoter les crevettes. Quand je revins avec mon second plateau et commençai à servir les femmes, Roscoe fut incapable de se contenir. Avec un sourire d'excuse pour ses hôtes, il quitta la table et me suivit dans l'office. Là, il se mit à hurler assez fort pour être entendu de tous. « Espèce de stupide crétin, vous n'avez jamais appris qu'il faut d'abord servir les dames ?» À peine avait-il regagné sa place que je revins. En prenant les assiettes entamées des hommes, je les posais devant les femmes, et vice-versa. Un peu plus tard, j'apportai un service d'assiettes à potage et une louche d'argent que je plaçai avec déférence à portée de main de Roscoe. Mais je n'apportai aucun potage. Une fois dans l'office, je fis un terrible boucan en secouant énergiquement dans une bassine métallique une douzaine de couteaux et de fourchettes, puis lâchai tout le bazar sur le carrelage. Après m'être copieusement aspergé d'eau pour accréditer que j'avais renversé le consommé, je revins dans la salle à manger et tranquillement, sans un mot d'explication, retirai les assiettes creuses et la louche. Cela plongea Roscoe dans une fureur si explosive que M. Zukor, qui présidait à un bout de la table, se pencha en avant et dit d'un ton apaisant « Tout va très bien, Roscoe, je ne mange jamais de soupe de toute façon. » Roscoe refusa de prendre en compte cette nouvelle réconfortante et lança à son patron. « Nous avons un terrible problème avec les domestiques, M. Zukor. » Approuvant de la tête, Zukor ajouta « Chez nous aussi, dans l'Est, on ne trouve plus de bons domestiques. » Sur ce, je réapparus avec un pichet d'argent rempli d'eau glacée. Tournant autour de la table, je remplis tous les verres, du moins jusqu'à celui de bébé Daniels, assise à côté de Roscoe, que j'ignorais complètement pour remplir le verre de Roscoe. Bébé leva son verre vide et demanda
Vous voulez bien m'en donner un peu, s'il vous plaît ?» Apparemment fasciné par sa beauté, je la regardai au fond des yeux et vida un bon demi-litre d'eau glacée dans le cou de Roscoe. Avec un hurlement, Roscoe se dressa, m'attrapa par la peau du cou et se mit à me traîner vers la porte. « Contrôlez-vous, Roscoe !» cria M. Zucker, voyant déjà sa grande vedette comique piquer une crise cardiaque sous ses yeux. Arbuckle me laissa m'enfuir. Après que ses invités l'eurent tant bien que mal séché avec leurs serviettes, il reprit sa place, accablé et défait dans son smoking trempé. Il rentonna sa diatribe concernant les domestiques, s'échauffant lui-même jusqu'à retrouver son état de fureur initial, et nul ne savait mieux simuler la colère que le doux et tendre Roscoe. « Je vais bazarder cette baraque et m'installer à l'hôtel », brailla-t-il en tapant de toutes ses forces sur la table. Dans l'espoir de le calmer, M. Zucker, au comble de la gêne, déclara que lui aussi allait vendre sa maison dans l'Est et déménager à l'hôtel. Sid Groman intervint alors. « Je pense avoir l'explication du comportement stupide de cet homme. Tout à l'heure, avant que nous ne passions à table, je suis allé téléphoner et je l'ai surpris en train de siffler un Manhattan. » Avant que Roscoe puisse réagir, Zucker lança finement. « Vous voyez, Roscoe, votre maître d'hôtel a voulu m'honorer en se mettant dans l'ambiance de New York. C'est une délicate attention à mon égard. » Mais le temps était venu de la pièce de résistance de la soirée, pour laquelle nous avions requis l'assistance d'un entraîneur de culture physique. Il s'agissait d'une dinde de 12 kilos, rôtie à point, entourée d'une guirlande artistique de persil, pommes de terre, et nappée d'une appétissante purée de myrtilles finement sculptée. J'apportais ce monstre de beauté dans un magnifique plat d'argent. Je présentai ce chef-d'œuvre à Roscoe, qui approuva, sourit, et dit « Allez la découper dans l'office ». Devant la porte de l'office, je laissai tomber ma serviette. Au moment où je me baissais pour la récupérer, le prof de gym poussa la porte, me heurtant violemment par derrière et me projetant à califourchon sur la dinde. Quand je pus m'en dépêtrer, j'étais couvert de jus de dinde de la tête aux pieds. Mais soucieux avant tout du service des invités, sans prendre le temps de m'essuyer, j'entrepris de nettoyer la dinde à grands coups de serviette. Étouffant d'une fureur homicide, Roscoe m'empoigna sans ménagement et me précipita dans l'office, tandis que je m'évertuais à rendre le plat présentable. La porte fermée, Roscoe fit un épouvantable vacarme en précipitant sur le sol toute la batterie de cuisine et vociférant. « Je vais t'étrangler, espèce de saloperie de bâtard !» Cependant, dans la salle à manger, Zucker, littéralement épouvanté, suppliait bébé Daniels d'aller à l'office essayer de calmer l'irascible obèse. Se produisit alors quelque chose qui n'était pas prévu au scénario. Lorsque bébé atteignit la porte, elle s'ouvrit sur un Roscoe brandissant au-dessus de ma tête une bouteille de cognac. Il s'agissait évidemment d'une bouteille truquée en sucre friable que nous avions remplie de thé. Quand Roscoe me l'abattit sur le crâne, elle vola en éclats et le liquide se répandit sur l'avantageuse poitrine de la malheureuse bébé qui n'en demandait pas tant. Ignorant ce qui l'avait inondée, elle hurla, mais Roscoe, sans s'occuper d'elle, se mit à me pourchasser en direction de la sortie, ce qui permit à plusieurs invités de s'interposer et de l'empêcher de m'assassiner. Tandis qu'ils discutaient et se disputaient à l'envi, je fis en courant le tour de la maison jusqu'à l'entrée principale. Me glissant à l'intérieur, je grimpai l'escalier sur la pointe des pieds. En haut, je me nettoyais, enfilai des vêtements propres et repris ma coiffure habituelle, car je m'étais fait friser pour les besoins du rôle. En bas, Roscoe, ayant enfin consenti à se calmer, avait fait servir une nouvelle dinde par son véritable maître d'hôtel, déguisé en cuisinier, se félicitant auprès de ses hôtes d'avoir vu large en prévoyant 2 dindes. Pendant que le domestique en toque blanche tranchait les parts, le téléphone posé auprès d'Arbuckle sonna. C'était moi qui appelais du premier étage. Il écouta un moment, puis dit « Mais bien sûr, Buster, je suis content que tu aies pu te libérer. On a presque fini de dîner, mais si tu viens tout de suite, tu prendras le dessert et le café avec nous. » Raccrochant, il expliqua. « C'était le petit gars qui a souvent travaillé dans mes films. Vous l'avez sûrement vu, vous serez content de faire sa connaissance, j'en suis sûr. » Zucker dit que j'étais un excellent comique, sur quoi Groman rit sous cap. Comme vous dites, il est inoubliable. Je redescendis, sortis de la maison, puis sonnai à la porte. En rejoignant l'assemblée, je fus présenté aux visiteurs venus de l'Est et pris place à côté de Frank Newman, l'exploitant de Kansas City, qui me dit en riant « Vous auriez dû venir plus tôt, Keaton. Vous auriez vu un maître d'hôtel extraordinaire. » Puis il me lança un regard inquisiteur et ajouta « Le plus bizarre, c'est qu'il vous ressemblait beaucoup. » Cette phrase incita M. Zucker à me regarder de plus près. Il comprit alors la blague, mais fit comme si de rien n'était, se bornant à nous regarder alternativement, Roscoe et moi. Sid Groman fut le premier à rire. Désignant Zucker, il lança d'un ton moqueur. « Voilà le dindon de la farce !» Zucker, sans sourire, fit d'une voix neutre. « Très drôle, les enfants, très drôle. » Il se détendit par la suite,
quand Roscoe emmena tout le monde boire le dernier verre au Ship Café à Venise. Le lendemain, nous eûmes la surprise de voir que Zukor avait raconté à la presse le drôle dîner que Roscoe lui avait offert, et l'histoire fit le tour du pays. Quand Zukor regagna sa base à New York, son ami de toujours, Marcus Lowe, le mit en boîte. « À quoi t'attendais-tu, espèce de crétin ? Tu savais bien chez qui tu allais, et tu aurais dû te méfier d'un micmac de Fatty Arbuckle. » Quand on nous rapporta cette réflexion, nous décidâmes qu'un tel mépris pour nos fines plaisanteries méritait punition. Et quand Lowe vint à son tour faire sa tournée d'inspection annuelle à la métro, il tomba sur Roscoe, qui s'était arrangé pour venir dire bonjour à un copain ce jour-là. S'approchant de Lowe au moment où il s'en allait, Roscoe lui demanda « Dans quelle direction allez-vous ? » ?»« À l'Alexandria Hotel. C'est là que je suis descendu. »« Quelle coïncidence !» s'exclama Roscoe. « Justement, j'y vais aussi. Je vais vous déposer, mon chauffeur m'attend dans la cour. » Le chauffeur s'appelait, bien entendu, Buster, et arborait livrée, lunettes et moustache.